Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Julie Canac, coach en créativité, formatrice en aromathérapie holistique. Bonjour Julie, Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. merci à toi de m'avoir invité ici et bonjour à tout le monde. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler de ton activité et de ce qui t'a amené à réaliser tout ça? Ouais, et ben écoute, si déjà on pouvait résumer, je pense, toutes les facettes de ma personnalité et de toute mon histoire, je donnerais ces étiquettes que tu as données en début du podcast. Je suis aujourd'hui coach de vie, spécialisée en créativité. Et je t'expliquerai pourquoi, parce que c'est vraiment un beau chemin. Et en parallèle, aromathérapeute psycho-énergéticienne. Donc, il y a plein d'appellations différentes, aromacologue, olfactologue. En fait, j'accompagne les gens à se connecter au règne végétal à travers les odeurs et à la vibration et à l'énergie des plantes. Alors, tu me dis si c'est un peu perché. Je peux aller un peu dans le détail si tu veux. Pourquoi pas? Écoute, ce qui m'a permis d'en arriver là, c'est que ma mère est née NEZ. Je ne sais pas si tu connais ce métier. J'en ai entendu parler, mais je veux bien que tu précises pour ceux qui ne pourraient ne pas connaître. En fait, elle a le nez absolu, comme certaines personnes pourraient avoir l'ouïe absolue. Ma mère a le nez absolu. Et en fait, donc, elle est créatrice de parfums pour de nombreuses marques. Et donc, à la maison, depuis toute petite, si tu veux, j'étais baignée dans ce monde botanique où en fait, ça parlait de plantes en fait, et des odeurs des plantes à tout va. Et donc, j'ai grandi un peu dans ce milieu. Et en parallèle, bon, j'étais aussi dans une famille très ouverte spirituellement et de manière énergétique. Et petit à petit, en grandissant, j'ai un peu fait les traits d'union entre les odeurs, l'aspect spirituel et énergétique du monde. Et j'en ai devenu aromathérapeute psycho-énergéticienne. Donc en fait, c'est vraiment l'alliance entre tu vas sentir une odeur, tu vas capter les sensations que tu as à travers cette odeur, ce qu'elle vient te transmettre comme message. Et après, tu te laisses un petit peu bercer par ces sensations-là et par l'énergie en fait que ça vient te traverser. Et donc, ça part en résonance avec les chakras, enfin tout un monde énergétique et toute une science énergétique derrière. Hmm. Et donc, chez toi, la dimension de l'odorat a toujours été importante. Par Mm, exemple, mm. pour moi, quand je pense à cette dimension-là, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup exploré dans ma vie. L'odorat, je pense beaucoup à la vue, l'ouïe comme sens, mais l'odorat, c'est quelque chose de particulier. Est-ce que tu pourrais nous en parler du coup de cette découverte-là dans ta vie? Et ouais, et en fait, le sens de l'odorat est le sens qui est dans notre société le plus mis de côté, parce que c'est le plus immatériel, en fait, c'est celui qu'on connaît le moins et finalement qu'on ose le moins explorer. En fait, le sens de l'odorat, c'est d'ailleurs un sens qui est extrêmement sauvage et primitif et instinctif. Dans toute l'histoire, l'odorat a été un des premiers sens qui a été exploré. Les hommes préhistoriques, etc., ils étaient très, enfin, c'est très animal en fait, hein. On va flairer la terre, on va flairer les dangers, on va flairer les odeurs des humains, etc. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, on s'est un petit peu dissocié de ce sens primitif et intuitif. Et voilà, mais c'est vrai que pour moi, c'est le sens le plus incroyable parce que quand on sent une odeur, on est dans nos ressentis, dans nos sensations. C'est le seul sens qui passe directement par notre pouvoir de se ressentir. Et d'ailleurs, le mot odeur, ça veut dire à la fois l'émanation de certaines molécules odorantes, donc genre les petites paillettes qu'un certain produit pourrait émettre, et en même temps nos perceptions et nos capacités à percevoir nos sensations de ces petites paillettes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en Hmm. fait, c'est la belle métaphore de on ne fait pas l'expérience de la vie, mais de ce qu'on ressent de la vie. Et c'est exactement ce que je vis en fait et ce que j'expérimente avec les plantes et avec le sens de l'odorat. C'est qu'on sent une odeur et donc on revient directement dans notre corps, dans nos sensations. Et je crois que c'est un peu le but de chaque expérience, c'est de s'écouter à l'intérieur profondément avec une totale honnêteté et de ressentir ce qui a besoin d'être ressenti à ce moment-là. Et donc, les odeurs me permettent d'être plus créative, plus à l'écoute de moi, plus dans l'instant présent, donc moins anxieuse, moins, tu sais, à ruminer le passé, moins dans mes pensées, moins dans le futur. Et du coup, je suis vraiment dans mon instant présent, dans ce qui me traverse à ce moment-là. Et je me laisse voilà, bercer par ces sensations et par mon intuition, parce que c'est du coup aussi le sens de l'intuition. Je ne vais jamais m'arrêter de parler. C'est extra, c'est extra, c'est extra. Et donc, par rapport à justement à cette odorat, cette porte vers l'instant présent, euh, lorsque c'est un sens qu'on a peu développé dans sa vie, comment est-ce qu'on s'y reconnecte à à ce sens-là?
Moi, quand j'étais petite, j'avais ce qu'on appelait, c'était le carnet des odeurs. Donc, tous les mercredis, j'avais un petit carnet dans lequel je devais noter toutes les odeurs que je sentais dans la journée. Et c'était donc un exercice que ma mère nous avait partagé et que j'adorais faire. Et donc, c'est, je pense, une première étape, c'est de se rendre compte qu'on est tout le temps entouré d'odeurs. Même là, autour de nous, on a, je pense, une multitude d'odeurs, mais qu'on a juste oublié ou qu'on fait pas, qu'on prête pas forcément attention. Et donc, du coup, cet exercice, c'était de vraiment noter à chaque fois qu'une odeur me marquait ou vraiment que je la notifiais dans mon corps. Par exemple, l'odeur du café le matin, l'odeur de mon repas, l'odeur du parfum que je pouvais mettre, l'odeur de l'odeur dans le métro, euh, l'odeur de la ville, l'odeur. Enfin, tu vois, en fait, on est traversé par une multitude d'odeurs qui viennent nous titiller un petit peu sans forcément qu'on y prête attention. Et le fait d'y prêter attention fait qu'on va être beaucoup plus attentif à ce qui se passe autour de nous et donc à l'instant présent. C'est comme si tu sortais chez toi et que je te disais, tu prêtes attention à toute la couleur rouge que tu vas voir autour de toi. Du coup, tu vas être hyper attentif à tout ce qui se passe. Et cet outil de l'olfaction m'aide énormément parce que dans la créativité, on sait qu'un bon créatif, c'est une personne qui est extrêmement observateur et que dans l'acte de création, il y a effectivement un instant de solitude où pour se concentrer, pour créer, c'est bien d'être seul avec soi-même, mais on ne crée pas hors du monde et on crée en observant le monde. Et donc, je trouve que ce parallèle à être attentif à tout ce qui se passe autour de nous, mais du coup, de ce que ça vient créer en nous. Je ne sais pas si c'est clair ce que je te dis, mais, Hmm. mais j'ai l'impression que ça prend un sens dans la conversation. Complètement. Et donc, pour cette part aussi de créativité-là, comment est-ce que tu l'as définie et comment est-ce que comment est-ce qu'on apprivoise finalement sa créativité, quelque chose qu'on peut aussi avoir mis de côté comme comme le sens de l'odorat? Ouais, et en fait, très bizarrement, exactement de la même manière que j'utilise les odeurs, c'est-à-dire revenir à l'intérieur de soi. Donc, ne plus créer à travers, tu vois, des normes ou à travers un extérieur, mais vraiment revenir dans ses sensations, dans ses ressentis. C'est non pas créer pour être une version lisse, parfaite ou complètement linéaire de ce que pourrait attendre la société ou les gens à l'extérieur, mais vraiment revenir à notre centre, à nous, et à ce que nous, on a envie d'accoucher. Et c'est marrant, tu vois, je parle d'accouchement parce que la créativité, c'est vraiment au niveau énergétique. Là, je vais parler au niveau du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le centre des passions, le centre des plaisirs et de la créativité parce qu'il y a vraiment un acte de je vais avoir les idées qui vont arriver là-haut, on va dire un petit peu comme dans un nuage d'idées qui va me traverser. Je vais attraper l'idée et je vais la faire passer dans tout mon être, à travers mon histoire, à travers mes passions, mon goût, ma perception, mon regard, mes filtres à moi, en fait, pour la coucher et pour proposer une version unique au monde et quelque chose qui est juste teinté de mon unicité et de ce qui est naturel en moi, en fait. Hmm. Et comment est-ce qu'on différencie la pensée d'une idée? Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Ah, c'est trop intéressant. Euh, je crois que chaque pensée peut se transformer en idée. C'est ce qu'on appelle aussi un petit peu les brainstorming. Les brainstorming, j'appelle ça la tempête du cerveau, les ouragans intérieurs. Et comme moi, je suis auto-entrepreneur, tu vois, si tu veux, les brainstorming, je me les fais un peu toute seule, tu vois. Et je pense que c'est un petit peu ce brouillard d'idées, de pensées complètement absurdes, presque sans forcément chercher à mettre un sens tout de suite, mais juste à se laisser traverser par tout ça, par cette inutilité de penser. Et au fur et à mesure, les pensées s'organisent, ça devient un bordel organisé et ça finit par devenir quelque chose d'hyper intéressant. Et c'est là que ça devient unique et que ça prend un sens et que ça peut même bouleverser en fait le cours de l'histoire parce que tu peux toujours en sortir des choses magnifiques de toutes ces petites pensées. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Et c'est un petit peu aussi le principe de l'écriture intuitive, c'est s'autoriser à écrire, même si c'est de l'inutile et même si c'est de l'insensé, d'écouler toutes les pensées qu'on a. Et en fin de compte, ça crée une histoire magnifique. Et je crois que le plus important, c'est de se dire que le plus dur n'est pas forcément d'avoir une idée, mais de faire taire un petit peu notre censeur à aider, tu vois. Et pour faire taire ce censeur à aider, il faut s'autoriser en fait à penser et à laisser toutes les idées arriver à nous. Donc, je ne sais pas si ça répond vraiment à la question, quelle est la différence entre une pensée et une idée. Je pense que chaque idée naît d'une pensée. D'accord. Et que si on s'autorise à accueillir nos pensées, en fait, ça fera un fil rouge, un fil conducteur et on sera dans un processus de créativité. Hmm. Je pose cette question parce que souvent, quand je m'observe moi, euh, il y a les pensées qui reviennent souvent, les mêmes. Et puis des fois, je me sens pris par une idée, et c'est-à-dire c'est quelque chose qui est quasiment instantané et
comme tu le disais juste avant, peuvent sembler tomber du ciel et ça me marque dans ce que je ressens et dans ce que je fais. En fait, ça coupe un peu tout et c'est comme comme si d'un coup, on regarde l'horizon et qu'on voit une lumière. Et Mm. donc, souvent, en fait, dans ce que j'observe de moi-même, l'idée me paraît assez instantanée et ensuite elle est analysée par la suite, alors que la pensée, elle est plus construite. Et justement, c'est peut-être l'alliance, comme tu le disais, de ces deux plans-là qui, justement, permet de monter un projet dans le sens où il y a une idée, des pensées, et ça se construit. Et comment est-ce que ça marche, du coup, toutes ces dimensions-là Mm. quand on a un projet ou lorsqu'on veut développer sa créativité, quels sont les différents processus par lesquels on passe, par lesquels tu passes toi quand tu crées? Déjà, ce qui est intéressant, c'est de prendre conscience que je pense qu'une idée, elle n'est pas extérieure à nous. Et justement, il y a beaucoup de croyances en fait dans la société où on parle de l'éclair de génie, on parle justement de cette idée, de cette ampoule, fameuse ampoule qui s'allume et qui d'un coup, on va avoir une idée en fait qui nous tombe du ciel, un petit peu cette métaphore-là. Et moi, je suis d'accord et j'ai très régulièrement aussi exprimé ce genre de métaphore-là, l'éclair de génie, l'idée qui nous tombe comme ça du ciel. Mais je crois plutôt que c'est vraiment une histoire de rencontre et une histoire d'énergie où j'ai comme la sensation que c'est comme si les idées, elles passaient un peu comme des nuages au-dessus de moi et que, comme une rencontre amoureuse en fait, et qu'à un moment donné, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas comment, nos deux énergies comme deux aimants, elles vont s'attirer et elles vont faire qu'elles vont se rencontrer. Et cette rencontre, des fois, elle est hyper fusionnelle et donc elle va créer une histoire derrière et donc un projet. Et des fois, elle n'est pas assez puissante et pas assez fusionnelle et la rencontre, elle n'est pas autant depuis un espace du cœur et du coup, elle passe sa route et en fait, elle va traverser l'énergie de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si tu vois. Mm. Mais donc, pour moi, l'acte créateur est vraiment à partir du moment où ça devient un vrai projet, c'est quand la rencontre entre une idée et mon énergie, elle est assez puissante pour que je me sente habitée par ça, en fait. Et donc, après, euh, je vais tout simplement être en fusion avec cette idée et je vais créer depuis cet espace de plaisir, d'enthousiasme, d'exaltation et de confiance. Et c'est en ça où j'aime accompagner les gens et les recontacter et les reconnecter en fait à cet espace en eux de confiance et de sérénité en fait en créant une idée parce que je sais que comme tout créateur on pourrait avoir énormément de doutes, énormément de peur, la peur de ressembler aux autres, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être validé, la peur de ne pas être légitime, etc. Mais je crois que finalement quand on est reconnecté à notre espace de plaisir, à l'idée en tant que telle, en tant qu'énergie, en fait, on ne se pose même pas ce genre de questions parce qu'on est dans la passion. Et dans la passion, il y a même pas l'espace pour cette peur. Alors, quand je parle de peur, je dissocie avec le trac qui est cette énergie de feu intérieur aussi, et de cette énergie de on va dépasser quelque chose de nouveau, on sort d'une zone de confort. Et c'est une énergie d'exaltation, de folie un petit peu intérieure. Donc, vraiment, je dissocie la peur du trac. Euh, mais voilà, à quel moment ça devient pour moi un projet, c'est quand j'ai assez d'amour pour cette idée, pour avoir assez d'engagement pour la réaliser et pour la mettre au monde, en fait, pour l'accoucher. Et tu vois, je parle de rencontres amoureuses, mais c'est exactement comme ça que je vois la créativité. C'est qu'il y a une idée qui me traverse, que je rencontre, je l'aime, je la rencontre, je fusionne avec elle et je vais l'accoucher à travers donc mon histoire et on va créer ensemble. Enfin, ça fait vraiment percher tout ce que je dis. Mais on va créer ensemble une création dans la matière, en fait, dans la réelle vie, tu vois, autour de nous. Voilà. Mm. Et est-ce que tu pourrais revenir sur cette différence entre le trac et la peur? Ouais, ok. Ok, c'est vraiment un point hyper important, je pense, à distinguer. Et là, on en revient encore au fait d'apprendre à s'écouter. Il n'y a que nous qui peut savoir si c'est de la peur ou du trac. Pour moi, la peur, elle est liée à mon corps qui me dit non. Quand j'ai peur, mon corps, il me dit, euh, c'est pas ça pour toi, c'est pas ce chemin, c'est quelque chose qui me ferme. Voilà, c'est quelque chose qui me ferme. Après, je vais donner des exemples un peu plus concrets. Notamment, je vais donner cet exemple-là qui est la dernière expérience de track qui m'est arrivée. C'est que je ne sais pas si tu as vu, mais je suis montée sur scène, j'ai fait du stand-up. Et donc, voilà, ma première scène, en fait, où je montais, et rien qu'à l'idée de m'imaginer debout devant des gens qui allaient m'écouter faire un sketch, j'avais extrêmement peur. J'arrivais presque pas à dormir la veille et la surveille parce que mon cœur, il battait super vite. J'étais, tu sais, les mains moites, je transpirais, j'étais en panique totale. C'était la tempête intérieure. Mais là, je savais au plus profond de moi-même que c'était du trac. Je sentais que c'était déjà une énergie qui me donnait de l'énergie
ça me fatiguait pas, mais au contraire, ça me donnait de l'énergie. La preuve est que j'arrivais même pas à dormir tellement j'étais en ébullition intérieure. Tu sais, c'est cette t'as l'impression, voilà, t'as l'impression que tu es pleine de vie, tu es pleine d'envie. C'est vraiment une énergie d'enthousiasme. Et de... Tu vois, même là, quand j'en parle, je sens que ma voix, elle commence à se dynamiser. Il y a vraiment cette énergie-là. En revanche, si par exemple, je fais un travail qui ne me plaît pas, mais où je ressens cette grande peur de le quitter parce que j'ai peur du changement, parce que j'ai peur de manquer d'argent, parce que j'ai peur de ne pas satisfaire ma famille, ou je ne sais pas quelle autre peur je pourrais citer. Là, je sens que mon corps, en fait, il se ferme. Je sens que j'ai plein de doutes, je sens que je perds confiance, je sens que, tu vois, tout ce brouillard de pensées un petit peu négatif. Et je sens que du coup, ça ne me sert pas, en fait, de me raconter toutes ces histoires et d'avoir toutes ces peurs que je vais me créer et qui sont pour le coup juste euh, irrationnelles et qui sont juste créées par mon système de défense intérieure qui a juste peur de l'inconnu. Et enfin, c'est pas forcément peur de l'inconnu, il a peur de ce qui pourrait se passer de pire dans l'inconnu. Et parce qu'on a peur de souffrir, on a peur de l'inconfortable, on a peur de vivre certaines émotions. Et donc, la dissociation entre la peur et le trac, pour moi, elle se vit dans le corps et elle se ressent dans le corps. Il y a une énergie qui me dit non, une énergie qui me dit go. Et du coup, moi, je dissocie les deux et je suis toujours l'énergie qui me dit go. Hmm. Et donc, du coup, c'est des processus par lesquels tu es passé. Est-ce que tu es toujours allé, pardon, vers la vie de tes rêves, vers ce que tu avais envie de faire, ou est-ce que tu as à un moment fait des choix pour justement euh, le choix entre la sécurité ou ce qui appelle l'élan de créer, etc. Est-ce que toi, du coup, ça s'est fait de manière depuis le tout début ou est-ce qu'il y a eu des déclics à ce niveau-là de Mm, s'écouter et puis d'avancer vers la vie qu'on aime? mm. Euh, j'ai jamais eu de gros déclics dans ma vie. C'est comme quand on me pose la question, est-ce que j'ai fait une reconversion professionnelle? Tu vois, souvent je dis non parce que j'ai pas eu la sensation de faire genre un retour en arrière, tu vois, ou d'avoir eu à modifier quelque chose. Et le déclic, c'est un peu de la même manière. J'ai pas eu une vie et où un jour, poum, poum, genre il y a eu un truc qui a fait que ma vie a changé, tu vois. Je pense juste que chaque petit détail de notre existence fait qu'on se construit petit à petit et fait qu'en fait on tisse. Ça c'est marrant, je fais ce lien de tisser, mais on tisse au fur et à mesure notre vie. Donc il n'y a pas eu un moment mais il y a eu plein de petits moments, plein de petits détails qui sonnent d'une justesse et qui font que mon chemin, en fait, c'est déroulé, en fait. Mais je pense que déjà, j'ai eu la chance que ma mère, elle était auto-entrepreneur, elle était hyper libre dans sa manière de vivre et d'exploiter, en fait, sa passion qui était donc la passion des odeurs. Et j'ai un papa aussi qui est artiste, qui est dans le théâtre, etc. Et je parle beaucoup de ça parce que forcément, on se construit aussi avec un système de croyances qui nous est transmis. Et certains systèmes de croyances sont bons à être nettoyés et c'est bien de laisser ce qui nous appartient pas et ce qui ne nous sert pas. Moi, en l'occurrence, j'ai eu la chance d'avoir un système de croyances super stylé et sur lequel, du coup, je me suis sentie assez libre très tôt. Et j'ai vu que je rentrais vraiment pas dans le moule du système scolaire, dans le moule d'une éducation dite classique. Et finalement, j'ai jamais été embauchée en CDI. Je suis directement en fait passée d'études à auto-entrepreneur et à me former du coup à coaching de vie, enfin au coaching de vie et aromathérapeute. Et ensuite, mon chemin en fait s'est créé comme ça. Et au fur et à mesure que moi je me suis je me suis formée au coaching de vie, dans ma formation, on se faisait aussi du coup coacher. C'était une des bases en fait quand tu deviens coach, tu te fais aussi coacher. Donc, en fait, tout ce système a fait que mais ça a appuyé sur un bouton qui a fait, tu sais, accélérer les process et qui m'ont fait gagner un temps de ouf, je pense, sur ma vie pour m'écouter et pour faire tout simplement ce qui était naturel en moi. Et du coup, j'ai pas eu de tant besoin de reconstruire des choses ou de nettoyer des choses, bien que je pense que ça pourra arriver un jour dans ma vie, cette envie de guérir des parties de moi, etc. Mais j'ai plutôt une énergie de fonceuse, tu vois, où du coup, je faisais juste en suivant mes plaisirs. Voilà, je crois que c'est ce qui me définit le mieux et c'est ce qui, même autour de moi, comment on pourrait le mieux me décrire, c'est que j'essaye toujours de suivre mes plaisirs et de suivre cette passion. Voilà, c'est cette passion qui m'habite. Et je crois que ça m'a bien été transmis par mon système d'éducation et du coup, je l'ai fait découler comme ça. Hmm. Et cette passion, elle t'a emmené du coup sur tout ce qui est aromathérapie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu de ce que c'est et en quoi ça consiste et comment est-ce que tu façonnes ça et comment est-ce que tu Mm. vois ça?
Alors en fait, pour revenir un petit peu plutôt dans l'histoire, j'ai étudié dans une école qui s'appelle ISIPCA, qui est l'Institut supérieur de la parfumerie, de la cosmétique et de l'aromathérapie alimentaire. Non, attends, arôme, attends, bref, je sais plus. Mais voilà, un truc dans le genre, c'est une école de parfum à Paris, une très très belle école. Et j'ai étudié donc là-dedans 2 ans. Et en parallèle, j'étais dans une parfumerie. Je travaillais en parfumerie. J'ai travaillé 3 ans en parfumerie. Et ça a été mes plus belles années, en fait. C'était une parfumerie indépendante, donc on n'avait pas tant la pression sur tu sais, du management ou un chiffre d'affaires. Et je m'amusais mais tellement à conseiller des parfums aux gens en fonction de leur personnalité, de ce qu'ils avaient envie de montrer au monde, parce que finalement, le parfum, c'est un peu le trait d'union entre ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qu'on ressent de notre personnalité et ce qu'on a envie de véhiculer aussi aux gens à l'extérieur. Donc, par exemple, une femme qui rentrait dans la parfumerie, qui avait besoin de conseils, cette femme très timide, elle pouvait soit s'orienter vers un parfum très léger, très délicat, tu vois, parfum de fleurs blanches, tout imperceptible, imperceptible presque, ou alors elle pouvait s'orienter en se disant, vas-y, je vais mettre un parfum boisé de patchouli qui va réveiller justement en moi ce charisme, ce magnétisme, cette audace que je n'arrive pas à contacter en étant dans la vie de tous les jours, tu vois. Et donc, bref, il y a plusieurs parfums qui peuvent nous coller à la peau. Et moi, d'ailleurs, j'adore cette expression, nous coller à la peau, c'est vraiment le symbole pur du parfum. Et j'adorais, en fait, accompagner les personnes, du coup, à se découvrir à travers le choix d'un parfum et comprendre les résonances, est-ce que le parfum, est-ce que l'odeur peut réveiller de magnifique à l'intérieur de nous. Et donc déjà, à ce moment-là, j'ai commencé à, sans même m'en rendre compte, avoir une vision d'accompagnante et un rôle de créer du beau chez les gens, en fait, et de réveiller des facettes que les gens insoupçonnaient, en fait, avant même de passer le pas de cette parfumerie. Et donc, j'ai tissé comme ça un petit peu ce lien entre la parfumerie et le système émotionnel intérieur et le développement personnel, puisqu'en parallèle de tout ça, j'étais genre à fond dans le développement personnel. Je me tapais toutes les vidéos de David Laroche. Genre, j'étais vraiment dans cet univers-là. Et, euh, et donc après, bon, à la fin de ces études, et bien, naturellement, je me suis donc formée à l'aromathérapie, qui est donc la science de se soigner avec les arômes. Donc, se soigner avec les huiles essentielles. Donc, une huile essentielle, c'est la quintessence, c'est l'essence d'une plante. Par exemple, la lavande, ben, on va distiller la lavande par un processus de chimie et on va en sortir de cette lavande son odeur, son essence, mais son odeur qui est aussi accompagnée de toutes les molécules scientifiques de la plante, donc les esters, les monoterpénols, etc. Donc ça, c'est vraiment une partie chimique, on va dire. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de voir quel est l'impact de toutes ces molécules et de cette odeur dans notre système intérieur, dans nos émotions, dans notre cerveau, et comment en fait la plante va influencer notre système psychique. Et donc, je reprends l'exemple de la lavande, qui est une plante qui scientifiquement va nous détendre et va nous relaxer. Et donc, après, on peut aller même plus loin dans le sens énergétique et émotionnel. Et c'est la partie que je décide de prendre. Mais après, si on décide de rester sur une partie très cartésienne et très terre-à-terre, la lavande aussi, elle a des molécules qui, tout simplement, sont calmantes et qui vont donc calmer même toutes les brûlures, les inflammations, etc. Mais je trouve ça trop beau de s'ouvrir à plus grand que ça et de faire justement un peu le trait d'union avec le système émotionnel. Et d'ailleurs, chaque odeur vient créer en nous une émotion. Et parce que quand on sent une odeur, je ne m'arrêterai jamais de parler dans ton podcast, mais une odeur vient directement en fait dans notre cerveau. C'est d'ailleurs le seul sens qui vient directement se loger dans le système limbique, qui est donc le lien avec notre bibliothèque émotionnelle. Parce que quand on sent une odeur, on va la capter, comme elle est immatérielle, autour de tout le contexte émotionnel dans lequel on la capte. C'est-à-dire que si je sens une lavande, et que c'est le parfum de ma belle-mère que je ne veux pas voir et que je déteste, tu peux être sûr que 20 ans plus tard, tu vas ressentir cette lavande et que tu vas ressentir tout cet inconfort que tu pouvais avoir quand tu étais à côté de ta belle-mère que tu détestais. Or, une personne pourrait sentir la même odeur et pourrait avoir un souvenir complètement différent et ça pourrait lui rappeler des cigales l'été et du coup ce soleil qui tape sur ta peau et du coup tes vacances avec tes potes comme ça au bord de mer, etc. Et donc, cette personne, quand elle va ressentir la lavande, elle va ressentir un sentiment de plénitude. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'olfactothérapie.
Donc, l'olfactothérapie, c'est faire le lien entre les odeurs et les blocages émotionnels qu'on peut avoir. Étant donné qu'une odeur nous recontacte directement à une émotion et à un moment de nos vies, eh bien, on va essayer de recontacter et d'aller débloquer des émotions à travers le sens de l'odorat. Et comment ça fonctionne? Du coup, on y va de quelle façon? C'est-à-dire qu'on va chercher des plantes spécifiques et qui vont avoir certains effets spécifiques ou on laisse beaucoup par l'intuition? Comment est-ce qu'on procède? Alors, les deux, bon, déjà, quand on fait ce processus, je pense que c'est important de se faire accompagner, de pas être seul face à tout ça, mais juste, si on est tout seul et qu'on a envie d'expérimenter ça, juste avoir conscience que chaque odeur vient créer quelque chose d'intéressant à l'intérieur de nous et que chaque odeur par exemple, qu'on ne va pas aimer, par exemple, potentiellement, elle vient réveiller un blocage à l'intérieur de nous. Et pour le moment, il y a juste à en avoir conscience. Et après, être aussi conscient que les blocages, il y a quelque chose de très intuitif et très énergétique et de très inconscient où les choses en fait se libèrent aussi de manière naturelle. J'ai une copine qui sentait de l'hélicryse italienne, c'est une plante qui vient de Corse, qui a une odeur qui est assez puissante, assez forte, et elle ne pouvait pas sentir cette odeur, elle la détestait cette odeur. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'hélicryse italienne, d'un point de vue physique, c'est une plante qui vient calmer les bleus, qui vient réparer les bleus physiques, donc quand on se cogne, etc. Mais d'un point de vue énergétique, elle vient vraiment, c'est une plante c'est une plante de la circulation. Et donc, elle vient aussi soigner les bleus de l'âme. Et donc, elle parle de traumatisme, d'histoire du passé, histoire familiale, etc. Et cette copine avait des gros blocages et un gros passif familial. Et au fur et à mesure en contactant et en sentant cette plante, mais de manière complètement intuitive, elle se mettait en fait à me parler de tout ça et à poser des mots sur des blocages comme ça qu'elle pouvait avoir ou sur des souvenirs traumatisants qu'elle avait pu vivre dans son enfance. Mais elle ne savait même pas pourquoi elle me parlait de tout ça. Elle savait juste qu'elle avait cette odeur sous le nez et que ça lui faisait parler de ça, tu vois. Et aujourd'hui, bon nombre de mois plus tard, et ben, en fait, elle ressent cette odeur et elle l'adore. Parce qu'en fait, il y a comme un processus de guérison, en fait, un processus de libération qui s'est mis en place à travers le sens de l'odorat. Et moi, pareil, par exemple, l'odeur du vétiver, c'est une odeur que je détestais avant. Quand je sentais, donc c'est une plante, en fait, c'est la racine qu'on distille pour ceux qui ne connaissent pas cette plante. C'est la racine de la plante qu'on va distiller. Et donc, c'est une odeur qui est extrêmement terreuse, très humide, très enracinante. Elle sent d'ailleurs cette cave un peu humide et cette terre. Et moi, quand je sentais cette odeur, je me disais, mais c'est pas possible d'avoir fait une huile essentielle et qui pue autant, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable de sentir aussi mauvais. Et je la détestais. Et en fait, je me rendais compte que je savais au fond de mon corps qu'elle me faisait travailler quelque chose. Je sentais que c'était une odeur que j'aimais pas, mais qui me faisait du bien de sentir. Alors, le parallèle est justement très fin. Et c'est là où c'est hyper important de s'écouter. Encore un peu comme cette notion de peur et de trac, tu vois, c'est vraiment de s'écouter, de savoir ce qui est juste et bon pour nous. Mais je sentais que cette odeur, elle me faisait juste du bien. Et aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, ni comment, ni pourquoi, mais c'est mon odeur totem, genre c'est mon odeur fétiche. Et quand je la sens, je sais qu'elle me ramène les pieds sur terre, qu'elle m'ancre, qu'elle me fait redescendre mes pensées, qu'elle pose mon système de pensée, de brouillard intérieur, etc. Et qui du coup me rend beaucoup plus confiante et je prends beaucoup plus le temps, etc., etc. Mais donc, juste avoir conscience que les odeurs viennent nous influencer directement dans notre système émotionnel, ça déjà, c'est suffisant. Et après, laissons notre inconscient faire le reste. On n'est pas obligé de tout conscientiser et de tout faire de manière intentionnelle aussi. Je pense que notre système inconscient est aussi très, très compétent pour savoir libérer les bonnes choses au bon moment. Hmm. Et alors, une fois qu'on connecte cette odeur et à ce qui remonte en soi, Ouais. comment est-ce que l'on fait pour, disons, faire face à ce qui ressort? Est-ce que toi, tu as des conseils là-dessus ou des expériences à partager? La première chose qui me vient quand tu me parles de ça, c'est de s'apporter énormément d'amour. Euh, Comme tous les chagrins et comme tous les hivers qu'on va passer ici sur Terre, je pense qu'on a chacun des moments de doute, d'inconfort, où il y a certaines peurs qui remontent à la surface. Quand je dis remontent à la surface, c'est qu'elles étaient juste en dessous, dans certaines couches à l'intérieur de nous, et qu'à un moment donné, il y a une situation qui va les réveiller et qui vont faire qu'elles vont ressortir la peur de l'abandon, la peur du regret, la peur d'être seule, la peur, tu vois, il y a certaines peurs qui reviennent à certains moments. Et je pense que la clé, c'est de se donner de l'amour, de s'accompagner, d'arriver à faire couple avec soi-même et d'arriver à
oui, à s'apporter notre amour. Et pour ça, il n'y a pas de secret, pour ça, il y a pas de clé ou il n'y a pas de méthode particulière, si ce n'est juste être bienveillant et s'aimer inconditionnellement. Ça peut passer par prendre un bain, ça peut passer par se faire un bon repas, ça peut passer par se faire un joli petit cadeau à soi, ça peut passer par méditer, ça peut passer par écrire, ça peut passer par décider de nouvelles intentions ou aller rencontrer de nouvelles personnes ou aller juste, on sait qu'on décide dans toutes nos cellules, on décide dans tout notre amour de prendre soin de nous. Comme une maman pourrait le faire, comme un papa pourrait le faire, comme une meilleure amie pourrait le faire. On décide juste de réveiller cette meilleure amie qui est à l'intérieur de nous et de se dire, OK, bon, bah là, je traverse une période qui est horrible, qui est inconfortable, mais je décide de me prendre par la main et je décide de traverser ça avec moi-même. Et c'est ce qui fait qu'on n'est plus en position de victimisation par rapport à un certain blocage ou une certaine peur qui va remonter, mais on est plutôt dans une forme de réaction, entre guillemets, et juste on déploie les outils, enfin, ouais, on déploie nos outils intérieurs pour pouvoir s'accompagner là-dedans. Hmm. Une dimension aussi de foi et de confiance, de se Complètement. dire que lorsqu'on traverse quelque chose, ben, il y aura, c'est comme le temps extérieur, il y a un moment, il y a des nuages, de la pluie, puis après, il y aura aussi du beau temps qui va revenir. Il y a aussi cette part-là de foi importante et de confiance, que ce soit dans les projets ou que ce soit dans la traversée d'une émotion. Et tu vois, il y a aussi ce truc de se dire que le beau n'est pas seulement après. Parce qu'on dit souvent, tu verras, après cette tempête, ça sera du beau. Mais le beau, aussi, il est aussi de vivre cette tempête. Et quand on parle justement de créativité, on pense que pour être créatif et pour créer, il faut absolument être heureux ou être dans un beau cycle. Mais finalement, la créativité, c'est pas ça, en fait. La créativité, c'est être connecté à nos émotions. Un petit peu comme une thérapie. On va juste connecter profondément à ce qu'on ressent et à nos émotions. Et c'est en ça où bon nombre d'artistes, là je vais penser, le premier qui me vient, c'est Woody Allen, qui a fait des films dramatiques dans lesquels bon nombre de ses peurs à lui ont été projetées dans ses films. Et pour autant, regarde les belles œuvres que ça vient créer. Il n'a pas attendu d'être beau pour créer du beau, mais il a créé avec les émotions qu'il avait. Et donc, cette tempête qu'on traverse, elle peut être aussi merveilleuse. Et en fait, c'est ce qui nous rend complètement humains aussi. Et le fait de vouloir absolument aller très très vite pour guérir et pour dépasser cette tempête, c'est aussi quelque part s'empêcher de vivre une facette de nous qui est aussi très belle. Mais j'entends bien que sur le moment même, c'est inconfortable et on a l'impression qu'on s'en sortira jamais. On a l'impression qu'on est dévasté. De toute façon, quand on est dans ce moment un petit peu je vais poser des mots forts, hein, mais genre de dépression, de doute, de peur, etc., on a l'impression que le bout du tunnel, on ne le verra jamais. Mais effectivement, c'est cette notion de foi, de confiance, que tout ce qu'on traverse a une dimension beaucoup plus belle que celle qu'on ne perçoit aujourd'hui. Et j'adore, moi, des fois, quand je suis dans ce tunnel horrible, essayer de me dissocier, de prendre beaucoup de hauteur et de me dire, imagine la Julie dans 5 ans qui regardera la Julie d'aujourd'hui. Et souvent, je me dis, putain, bah, tu sais quoi? Je pense que je me dirais que je suis courageuse, en fait, de dépasser tout ça, de dépasser toutes ces peurs parce que je sais pourquoi je les dépasse, je sais pourquoi je les vis. Et pour en revenir, par exemple, à la situation d'une personne qui pourrait quitter un travail et qui a extrêmement peur. Imagine, cette personne, elle a 2 enfants en bas âge. Et bref, elle a beaucoup de peurs qui arrivent, elle a beaucoup de doutes, etc. Et ben, elle pourrait se dire que la Martine, pourquoi Martine? On n'en sait rien, mais on ne va pas comprendre. Martine, dans 5 ans, ça se trouve, il y a une Martine qui écoute ce podcast et qui vit ça. La Martine, dans 5 ans, eh ben, elle pourra se dire, bah, tu sais quoi, Martine, tu as été putain de courageuse. Tu as été putain de courageuse de croire en toi. Et parce que tu sais pourquoi tu as vécu tout ça, tu sais pourquoi tu as traversé toutes ces peurs. Et c'est souvent quand on traverse aussi ces grands changements de vie, ces grands blocages, etc., que finalement, ben, on est des êtres hyper courageux, en fait. Ça fait faire ressortir, tu sais, un peu l'âme de guerrière à l'intérieur de nous qui a la force de déplacer des montagnes et qui finalement, on ne meurt pas d'émotion. Si, on peut mourir de rire, mais Et donc, si on prend cet exemple-là de quelqu'un qui se sent plus à sa place dans son activité professionnelle et dans sa vie, qui a envie de faire des changements, qui sait juste là, pas vraiment écouter, on va dire, et qui aimerait s'écouter plus et changer de vie avec le plus de douceur possible, que conseiller à cette personne-là pour qui le moindre changement va être une grosse sortie de zone de confort? Qu'est-ce qu'on fait? vous ouvrez votre ordinateur et vous tapez Julie Canac sur... Non, je déconne, la meuf qui passe sa pub.
Non, mais vraiment, je pense que se faire accompagner, je pense que c'est une des clés parce qu'il y a des choses où c'est important juste de pouvoir se faire accompagner. Tu vois, quand on est malade, on va voir un toubib. Non, mais après, je suis d'accord qu'on a tout à l'intérieur de nous, mais le fait de pouvoir prendre un recul et de pouvoir, à un moment donné, se dire, OK, bon, là, j'ai des clés que j'arrive pas à recontacter et à trouver à l'intérieur de moi, ben, je vais tout simplement me faire accompagner pour y aller. Je pense que c'est une manière d'y aller vraiment en douceur et de manière engageante. Voilà, je pense que c'est une manière aussi de s'engager. Quand on entame un processus d'accompagnement, de coaching, etc., il y a une partie de nous qui a tellement confiance en nous, parce que dans tous les cas, sinon, on n'irait pas payer et mettre de l'énergie. Quand je dis payer, c'est vraiment mettre de l'énergie dans un accompagnement ou dans quelque chose pour nos projets. Donc, il y a vraiment une partie de nous qui va s'engager dans nos projets et dans nos envies. Donc ça, voilà, je dirais que c'est une des choses pour atteindre ces envies de changement, c'est de se faire accompagner. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que aussi, aujourd'hui, on a accès à bon nombre de livres, bon nombre de contenus, d'informations, d'énergie. En fait, tu sais quoi, je pense que quand on décide de changer, les choses, on sait comment faire bouger les choses. Tu vois, on sait que ce soit par des rencontres qui d'un coup vont arriver, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais cette rencontre va faire que ça va faire des tilts à l'intérieur de nous, ça va réveiller des choses. Ça peut être une musique qu'on va attendre à ce moment-là. C'est juste le premier pas, c'est de décider de changer. C'est de décider de s'écouter. C'est la première chose, c'est de poser les intentions, poser les graines. On en revient à planter les arbres. Voilà, on plante une graine et quand la graine est plantée, ben après la nature aussi fait le reste. Et la vie aussi, quand je dis la vie, c'est aussi notre inconscient, est très doué aussi pour aménager l'extérieur, pour faire en sorte que notre terrain est fertile, soit fertile, et que nos projets prennent vie dans la réalité. En fait, c'est comme tu disais, pour la graine, où il faut apporter l'environnement adapté et après essayer de maintenir cet environnement adapté pour que toutes les conditions pour pousser. Et donc, comment est-ce qu'on alimente cet environnement? Comment est-ce qu'on alimente cette envie de changer, cette nouvelle idée qu'on vient d'avoir, cette envie de créer? Comment est-ce qu'on l'a fait germer et grandir? Effectivement, oui, ça parle d'hygiène. On parle d'hygiène, d'amour de soi, hygiène créative, hygiène même de vie, hein, tout court. Euh, J'aimerais énormément te dire que moi, par exemple, dans ma vie, je pratique le morning routine, que je me lève à 5 heures du mat tous les jours et que je médite 18 heures par jour. C'est malheureusement pas le cas. Je pense que vraiment, j'apprends en fait au quotidien à vraiment ressentir ce qui est bon pour moi. Et j'essaye au quotidien d'avoir une hygiène qui répond à cette justesse intérieure, en fait. Euh, voilà, c'est assez difficile de donner des exemples plus concrets parce que j'ai pas, je suis un peu anti-outil, tu vois, anti genre clé à faire ou enfin, j'ai jamais vraiment fait moi les exercices de dev perso où il faudrait écrire les 5 gratitudes dans un carnet, etc. J'ai jamais vraiment été assidue là-dedans. En revanche, je pense que je le fais aussi de manière inconsciente et je le fais aussi de manière ouais, de manière naturelle, en fait. Je pense juste qu'à partir du moment où j'ai pris la décision d'ancrer un projet, euh, je fais en sorte d'aller dans le sens de ce projet. Et ça, je ne sais pas comment je fais. Donc là, c'est une putain de bonne question. Mais je ne sais pas concrètement comment je fais, si ce n'est m'apporter l'amour dont j'ai besoin et si ce n'est que chaque chose que je fais dans mon quotidien soit alignée avec mes envies, avec mes désirs. Et donc, ça va dans le sens de ce que j'ai envie de créer. En fait, il y a toute une dimension aussi peut-être d'auto-sabotage qu'on peut voir, surtout quand ça ne tient pas de nous, mais de voir cette nouvelle envie-là et puis de te dire, ah bah non, je peux pas, ou c'est trop dur pour moi, ou ah non, ce que je produis là, ça ne mérite pas d'être rémunéré. C'est vrai j'imagine que quand on crée, il y a plein de résistances auxquelles que tu dois aussi, quand tu accompagnes des personnes, tu dois aussi bien observer ça, j'imagine, toutes ces résistances auto-sabotage. Euh, Mais comme- complètement. Pardon. Comment est-ce qu'on passe justement au-delà de ça? J'imagine que c'est disons une présence à l'instant présent, je sais pas si ça se dit. Une présence quotidienne à soi-même et à ce qu'on veut faire sur l'instant, peut-être la différence entre ses désirs et puis rester dans le confort. Voilà, c'est peut-être cette écoute-là de chaque instant qui joue. Exactement. Et en fait, c'est ouf quand tu me parles de ça, et j'ai cette image qui revient. Donc, effectivement, quand on a un grand projet qui vient et que, bref, quelconque
projet, qu'il soit grand, petit, que ce soit un processus de changement ou quoi, il y a peut-être une partie de nous qui fait une stratégie de fuite et qui, du coup, aurait presque tendance à aller se remettre au lit et se recoucher et ne pas sortir de la couette parce que, en fait, être dans la réalité fait que tu as peur d'y aller, en fait. Tu as peur de le créer, ce projet, tu as peur de le voir vivre parce qu'il y a plein de peurs. Ok, donc là, il y a deux trucs qui me viennent. Il y a déjà le fait de nettoyer toutes ces peurs. Et ça, c'est un outil qui m'a été inspiré par une femme qui s'appelle... Ah, ça m'énerve, j'ai oublié son prénom et j'ai trop envie de la citer. Ça va me revenir, ça va me revenir. Mais c'est une femme qui a créé les PDM, donc c'est les pensées de merde. Et en fait, cette femme, elle dit que tous les jours, tous les matins, elle écrit toutes les pensées de merde qui lui viennent et en fait, elle les dégage. En fait. Elle les raye, elle les dégage, elle les brûle ou tu vois, elle les efface, quoi, tout simplement. Donc, ça peut être plein de pensées. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui est trop beau à faire, je trouve. Mais alors, il faut passer un cap de je passe du lit à je fais ça. Tu vois, il faut quand même qu'on ait un cap de ah, ok, vas-y, je me prends en main, les gars, tu vois, et j'y vais. Donc, ce cap-là, il est pas toujours évident à prendre, même si je pense qu'il y a toujours une partie de nous qui a cette foi et cette envie d'eux. Mais bref, donc cet exercice consiste à prendre conscience de toutes les peurs qu'on a. Par exemple, j'ai peur d'échouer. Je ne suis pas assez, tu sais, toutes les croyances, je ne suis pas assez bien pour créer ça. Paf, tu te l'écris, tu te l'écris, tu te l'écris, tu la rayes, tu la rayes, tu la rayes, jusqu'à ce que intérieurement, tu ne sais pas comment ça va arriver, mais ton système de paradoxe, tu vois, il va se dire, mais en fait, attends, mais je ne suis pas si nulle que ça. Enfin, tu sais, il va contredire un petit peu cette croyance. Et au fur et à mesure que tu vas la rayer, et je te jure, enfin, je ne sais pas si tu as déjà fait cet exercice, mais c'est assez impressionnant, te rendre compte que, en fait, tu vas la switcher avec une croyance inverse. Et ça, c'est vraiment un outil que je conseille à toutes les personnes qui ressentent des doutes et des peurs. C'est vraiment notez-les, 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 écrivez-les à fond et barrez-les, notez-les jusqu'à ce que vous ressentiez à l'intérieur de vous que ça switch vers quelque chose de plus beau et une croyance qui vous est utile. Parce que, entre nous, croire qu'on n'est pas assez pour pouvoir créer ça ou qu'on n'est pas assez bien pour créer ce genre de projet, ça est utile pour personne. Voilà, c'est pas utile. Donc, autant la virer. La deuxième chose qui me vient quand tu me parles de ça, c'est la notion de plaisir. Encore une fois, par exemple, moi, quand j'écris un texte ou quand je fais une vidéo, tu vois, je kiffe faire des vidéos avec un peu d'émotion, c'est de la musique et tout. Quand je crée ça, à aucun moment, à aucun espace de mon psychique, je me dis que ça va être nul ou que ça va pas plaire. Parce qu'en fait, je suis tellement genre dans mon truc de ah mais attends, mais je vais mettre quelle image, quelle musique, quel machin, mais quel mot je vais caler là à cet endroit que je suis animée par mon foule de passion, genre ma foule de plaisir. Enfin, je dis des choses, ça veut rien dire. Ma foule de plaisir, mon énergie de plaisir. Et du coup, je me laisse juste envahir par ça. Et donc, quand on ressent du doute, c'est qu'on n'est pas assez, pour moi, dans le plaisir. Donc, revenez au plaisir, revenez à l'énergie de source, revenez rencontrer votre idée de base pour recréer cet amour, pour recréer cette rencontre et cette fusion que vous aviez au début, en fait. Et pour ça, soit on y arrive tout seul par intuition, voilà, par intuition, ou soit on va se faire accompagner. Et encore une fois, vous ouvrez votre ordinateur et vous tapez Julie Canac. Non, Et pour parler tout à l'heure, et je pense que c'est aussi en lien par rapport peut-être au détachement nécessaire pour avancer, tu parles aussi de la dimension de l'humour et du one-man show dans lequel tu t'es lancé précédemment. Est-ce que tu pourrais en parler de cette autre aspiration que tu as? avec grand plaisir. C'est l'humour. Alors, ça fait partie, je pense, de ma vie. J'aime l'humour, j'aime les gens drôles. Et je pense que à travers l'humour, c'est aussi une thérapie. Déjà, le rire, c'est incroyable comme ça peut détendre le corps, comme ça peut nous mettre dans une forme de lâcher prise. Vraiment, physiquement, déjà, on le ressent. Et en plus de ça, il y a quelque chose qui est très intuitif avec l'humour. Quand les gens sont drôles, tu sais, ils calent la blague au bon moment, enfin, tu sais, avec une bonne tonalité, un bon truc qui fait que pour moi, j'ai toujours été fascinée genre, par les gens qui étaient drôles. Et il y a aussi un truc que dans l'humour, on parle la même langue avec certaines personnes. Donc, il y a des gens avec qui vraiment on va raisonner et on va les trouver incroyablement drôles. Et il y a d'autres personnes qui, pas du tout, ils vont pas du tout avoir d'impact en nous en termes de résonance humoristique. Et on va se dire, cette personne ne me fait pas rire du tout. Bref, et du coup, j'adore expérimenter cette notion de connexion avec l'humour. Il y a ça, et puis il y a aussi ce truc j'aime parler de choses sérieuses sans les prendre forcément au sérieux, et cette notion un peu de légèreté me vient en fait quand je parle d'humour. Et donc effectivement, je prends des cours de stand-up à un espace qui s'appelle le Garage Comedy Club à Marseille.
et que je vous encourage d'ailleurs à les visiter, à les rencontrer. Ça a été créé par des personnes juste incroyables avec une énergie de ouf. C'est un espace qui est juste magnifique. C'est un espace d'échange, un espace de rencontre où chaque personne a son unicité et sa personnalité et on va créer avec ça en fait. La personne monte sur scène avec sa personnalité et on va non pas chercher à diminuer ce qu'il est, mais au contraire mettre de la lumière sur ce qu'il est. Et c'est d'ailleurs le paradoxe avec la scène, le fait de monter sur scène et d'être en lumière et de mettre en lumière qui on est véritablement. Et ce pouvoir de connecter avec des gens et de transmettre à travers le rire, ah ben moi, ça me rend heureuse. Voilà, que veux-tu, ça me fait kiffer. Ça me fait kiffer, je kiffe écrire des sketchs, j'aime parler de spiritualité avec une dimension drôle, parce que c'est vrai que c'est hyper drôle. C'est hyper drôle de se dire que quand moi j'étais au collège, j'allais au collège avec une œil de tigre dans ma poche. C'est hyper drôle de me dire que moi, à 22h22, à 11h11, etc., je me dis que c'est mes guides spirituels qui viennent me transmettre un message, tu vois. Il y a quand même une dimension dans tout ça qui fait marrer. Hmm. Et, euh, et donc, il y a aussi cette traversée, tu parlais par rapport à ça également, de ces rencontres aussi avec ces émotions en lien avec ces nouvelles idées, aspirations. Tu parlais de la peur du trac et être sur scène, donc ça représente quoi pour toi? Tu parlais aussi de cette mise en lumière de qui on est, de sa personnalité. Euh, Comment est-ce que tu vois ça, euh, enfin, qu'est-ce que ça met en lumière chez toi que tu découvres? Écoute, plein de choses. Déjà, alors, plein de choses. Déjà, je suis traversée par plein d'idées là. Mais le fait déjà de faire cette expérience, ça a créé en moi un tel stress. Mais si tu pouvais savoir et si tu pouvais ressentir le stress que j'ai eu, genre à J-2 avant de monter sur scène, que je me disais, mais j'étais à J-2 de monter sur scène, mais à quelques millimètres de leur dire, OK les gars, je suis désolée, je peux pas le faire en fait. Je vais pas le faire, c'est pas possible. J'ai trop le trac. Et souvent, je me suis dit, mais pourquoi je viens de créer autant de trac? Pourquoi je viens de créer autant de sensations inconfortables? Et du coup, c'est toutes ces petites leçons de vie. Tu vois, c'est pas une expérience, enfin, pour certaines personnes, monter sur scène, ça pourrait être quelque chose de complètement confortable. Moi, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'inconfortable. Et c'est toutes ces petites expériences qu'on peut faire dans la vie, mais ça peut être autre chose, ça peut être sauter d'un poteau à un autre qui nous fait hyper peur, tu vois. Mais rien que le fait de le faire, ça fait naître en nous un sentiment de courage, de volonté, tu vois, en fait, c'est de la confiance en nous, en fait, qu'on vient créer. Et puis, c'est se sentir complètement vivant, c'est se sentir complètement vibrant et habité par quelque chose qui, ouais, je sais pas, tu vois, c'est une énergie qui est juste hyper agréable à ressentir, cette adrénaline, ce truc de se dire, putain, mais demain, je vais sauter en parachute et j'en suis capable. Et bah, je crois que c'est ça que j'avais envie d'aller contacter à travers ouais, faire du stand-up et monter sur scène. Il y a aussi cette chose où, un petit peu comme l'argent, la scène a cette capacité à mettre en lumière ce qui est déjà présent à l'intérieur de nous et, et à accroître ce qui est déjà présent à l'intérieur de nous. Alors, je fais le paradoxe avec l'argent qui n'a aucun rapport en soi, mais moi, je pense que plus on a d'argent, par exemple, et plus ça met en lumière des choses qui étaient déjà présentes en nous, par exemple la générosité. Plus je vais avoir de l'argent et plus ça va accroître cette générosité. Et sur scène, en fait, c'est comme si j'avais envie ou décidé de mettre en lumière une facette de moi et que je la laissais s'accroître en fait tout naturellement sur scène. Donc il y a plein de petites leçons comme ça que je pourrais en tirer du fait de monter sur scène et de partager et puis aussi du fait que je pense que j'ai des choses à dire et que j'ai aussi envie de partager sur des sujets sérieux à des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude d'entendre parler de ce genre de choses ou d'être ouverte à ce genre de sujet. Et ça me plaît en fait de pouvoir ouvrir avec une simplicité parce que j'ai l'impression que dans le milieu de la spiritualité et du développement personnel, il y a aussi quelque chose qui pourrait être presque inaccessible de compréhension ou très difficile d'adaptation, tu vois, où on comprend pas tout, on ne discerne pas tout. En fait, quand c'est fait avec un peu d'humour et avec un peu de simplicité, les messages, ils se traversent, en fait. Et ça se communique, même si on n'a jamais entendu parler des chakras, l'énergie, elle se circule. Donc, bref, ça me plaisait. Il y a plein de petites leçons à en tirer. Je pense que je suis encore aussi trop dans le truc là pour avoir la sagesse de dire, alors écoute, le stand-up m'a appris que, tu vois. Mais on en reparlera, on se refera un podcast dans 10 ans. Peut-être avant, on verra, Ah oui, mais avec plaisir. Euh, c'est vrai que l'humour a cette capacité je trouve, de faire passer des messages avec douceur et des messages qui passeraient pas avec du sérieux ou avec quelque chose
de traits qui peuvent paraître parfois froids dans ce domaine-là, un peu Mm, mm, mm. de la conscience, etc. Et Et tu vois, là, je te coupe parce que je pense à une personne en particulier qui est d'ailleurs au Garage Comedy Club et qui, lui, quand il monte sur scène, il a une telle aisance et une telle connexion avec le public qui est juste impressionnante. Et en fait, lui, il est tellement connecté à lui et tellement, du coup, aussi naturellement connecté aux gens en face qu'il est dans une forme d'improvisation qui est trop belle. Et en fait, il n'y a pas plus beau que vivre sans forcément poser une conscience spirituelle ou une conscience énergétique là-dessus, de vivre cette connexion qui peut passer en fait à travers public et émetteur, tu vois. Et en fait, juste, on transmet des messages et on transmet de l'énergie. Et bref, je pensais à cette personne parce que je pense qu'il y a des fois encore ce truc de, c'est pas grave si on n'est pas conscient de manière énergétique de ce qui se passe. La simple chose est que ça se fait en fait et que ça se passe et que c'est juste beau en fait. Alors, c'est juste beau, voilà. On se fait juste plaisir et c'est juste du kiff et c'est juste beau de se faire kiffer. hmm. Enfin, le petit mot de la fin, c'est beau de se faire Ah kiffer. ouais. Et justement, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime dans toutes tes activités? On en a parlé un petit peu. Quels sont tes projets? Qu'est-ce qui t'anime aujourd'hui de partager? De se faire plaisir et ouais, de se ressentir, de revenir dans son corps, de se ressentir et de se faire plaisir. C'est vraiment, je pense, les messages, euh, c'est les messages que j'ai envie de transmettre. Et je pense que quand on est vraiment dans ses ressentis et dans son plaisir, on n'est pas du tout dans une forme de copiage, de copyright, ou de on va chercher à plaire aux autres, ou on va chercher à faire comme les autres, ou comme la société voudrait, etc. Mais on est vraiment dans un fun, dans une énergie d'amusement, de simplicité. Et quand on arrive à vraiment connecter avec tous nos plaisirs, on en devient tellement des êtres géniaux, genre, vraiment. Hmm. Est-ce que tu pourrais revenir juste sur cet aspect-là de la création? On peut avoir tendance à regarder peut-être quand on a une idée de faire quelque chose, de regarder qui c'est qui le fait déjà et qui le fait déjà très bien et que nous, qu'est-ce qu'on peut apporter alors que quelqu'un le fait déjà? Est-ce que tu pourrais parler aussi de cette dimension-là, de la comparaison et de l'inspiration autour de soi? Mm, mm, mm. Oui, effectivement, pour se laisser inspirer, il y a ce truc euh, d'aller voir un petit peu les œuvres existentielles. Enfin, les œuvres qui existent déjà. Ouais, on va parler français, ça sera toujours mieux. Euh, et il y a ce truc de, OK, j'ai peur de créer pareil. Je pense que quand on a peur de créer comme les autres, c'est qu'on ne s'est pas laissé assez traverser par l'idée. C'est qu'on est dans une forme de fascination de ce que l'autre a créé. Mais on n'a pas encore connecté le truc à nous, tu vois. Euh, J'essaye de trouver une belle métaphore pour illustrer ce que je ressens là. Mais en fait, je pense que la créativité, c'est une histoire de résonance. C'est une histoire euh, de comme une odeur. Ouais, voilà. Tu sais quoi, ça, on va faire comme ça. On va parler d'une odeur. Il y a une odeur, je sens l'odeur, donc je vois l'œuvre. Ok, l'odeur est une œuvre. On va dire que la plante est une œuvre. Je sens la plante. Je pourrais te parler de cette plante de manière complètement neutre et sans passer par mes filtres, en te disant cette plante est euh, bah non, tu vois, du coup, c'est un mauvais exemple. Mais cette plante est est bleue, verte. Je vais la décrire de manière très sans la passer par mes filtres. Et par contre, je pourrais te décrire cette plante en te disant, elle me procure une joie, elle me procure ça, etc. Mais en fait, cet exemple, il est pourri, je suis en train de me rendre compte. Ok, on rembobine. Donc, attends, la question c'est comment, ah oui, comment arrêter de se comparer et de créer ce qui est en fait semblable aux autres? Eh bien, justement, en faisant passer les créations et les œuvres qui existent dans le monde à travers nos propres filtres à nous. Parce qu'on ne peut pas accoucher d'une œuvre qui existe déjà à partir du moment où elle traverse vraiment notre histoire, nos désirs, nos passions, nos centres d'intérêt, nos personnalités, nos talents uniques. Parce que tout ça fait qu'on est unique en fait et que donc notre œuvre ne peut pas ressembler à une œuvre existentielle. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Hmm. Ouais, en fait, c'est vraiment, on va apporter sa couleur qui sera forcément différente de quelqu'un qui a la même idée, mais qui l'aura, disons, avec ses filtres, coloré d'une autre façon.
Ouais, c'est ça. Et en fait, et aussi, ça part d'une démarche de ne pas chercher en fait à copier forcément. Mais je pense que le fait d'entrer en contact avec toutes nos facettes uniques à l'intérieur de nous, donc notre personnalité, nos talents, tu vois, ce qui fait qu'on est nous en fait, ce qui fait que quand on va mettre une empreinte de doigt, notre empreinte, elle est tout simplement unique et différente de toutes les autres en fait. Et quand on arrive à prendre confiance et conscience de ça, il y en est un moment donné où, en fait, on ne peut pas copier et on ne peut pas faire quelque chose qui est déjà existentiel, enfin, qui existe déjà. Je vais y arriver. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu voudrais revenir peut-être un instant aussi sur, tu parlais de la dimension, disons, beaucoup plus subtile des plantes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir. Est-ce que tu pourrais peut-être développer aussi cet aspect-là de la connexion à ce côté plus subtil du Mm, mm, monde, mm. mais aussi des plantes? Complètement. Alors moi, aujourd'hui, donc, je forme les personnes justement à se connecter à la subtilité des plantes à travers l'énergétique et à travers l'intuition. Donc c'est deux choses qui sont différentes. Quand on parle d'aromathérapie énergétique, on va parler de chakras. On va parler donc on en a 7, hein. On a le chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire, du cœur, de la gorge, du troisième œil et coronal. Je vous invite à aller taper sur Google euh, les différents chakras pour un peu les situer au niveau du corps. Et en fait, les chakras vont résonner à l'extérieur avec des couleurs, avec des odeurs, avec des affirmations, et à l'intérieur de nous avec notre système émotionnel, de croyances, etc. Et donc, les plantes ont cette tonalité ou cette vibration. Chaque plante émet une énergie et une vibration qui va résonner avec un chakra en particulier et qui donc va apporter de l'énergie à un chakra. Par exemple, le vétiver est une plante qui résonne avec le chakra racine et qui donc va nous apporter de l'enracinement, de l'ancrage, va nous amener à être plus dans l'instant présent, euh, dans, voilà, dans notre capacité à se sentir ancré et en sécurité. Donc voilà, ça c'est une version de l'aromathérapie subtile, car chaque plante va du coup réagir et résonner avec plusieurs chakras. Et il y a l'autre partie aussi que j'utilise et que j'aime énormément, qui est la partie intuitive, et qui donc tu vas pas, sans rien connaître des plantes, tu vas juste attraper une odeur et juste la sentir et la découvrir d'une manière ouverte et d'une manière à juste ressentir tes sensations et ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et tu vas tout simplement passer un moment agréable à écouter une musique en même temps, pourquoi pas, et juste te laisser voyager, en fait. Et c'est une forme de méditation et c'est une forme de juste te laisser bercer par une beauté, en fait, par une beauté qui est le sens de l'olfaction, les fleurs, les plantes, le règne végétal et cette magie qui est extrêmement importante et douce à ressentir. Hmm. Ah, merci beaucoup. On arrive vers la fin du podcast. Ouais, Je vais te poser la question rituelle. Si, ok. si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité, comme une bouteille à la mer, quel serait ce message? Ce message serait Ladies and gentlemen, veuillez vous faire plaisir. Hmm. Ouais, vraiment, ça serait à toutes les personnes qui écoutent ce podcast et qui entendront et qui recevront cette énergie, juste de suivre ses plaisirs et d'avoir une foi immense qu'en suivant nos plaisirs, on va créer des merveilles. Hmm. Ah, merci beaucoup pour ce magnifique, magnifique mot de la fin. Si vous Merci à voulez toi, Benjamin. retrouver, merci. Si vous voulez retrouver les différentes activités et comment joindre Jolie sur ces différents canaux, vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la description. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez également trouver dans la description le lien pour faire un don et participer à la plantation de forêts comestibles, forêts nourricières. Merci encore, Julie, pour ce podcast Merci à toi. et à bientôt pour un prochain podcast.